Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations, que nous réalisons en compagnie de l'ami Corentin. Bonjour. Tu vas bien, Corentin? Oui. Oui, ce n'est pas la troisième prise que l'on fait, il n'y a pas du tout de scène post-générique dans ce podcast, donc j'espère que tu es prêt à discuter d'actualité comics aujourd'hui. Tes cheveux sont très très longs quand même. Et oui, et ils sont soyeux. Ça me déstabilise un peu. Ils sont soyeux, ondulés. Voilà. Faut savoir que pendant qu'Arnaud parle, il se rebat les cheveux comme réponse. Et du coup, moi, je suis obligé de regarder ça et ça me fait un peu peur. Tu peux m'appeler Princesse, effectivement. Princesse, mais ils font le remake, là, en image réelle. Non, ils l'ont arrêté parce que Blanche-Neige s'est cassé la figure. Donc, pour l'instant, il a été mis en pause indefinitely. Ah là là. Mais ça, c'est une réjouissance pour un autre podcast. Voilà. Vraie anecdote, Variety a publié un papier pour dire que l'échec de Blanche-Neige était lié au fait que l'actrice principale avait fait des tweets pro-Palestine. Et ils sont persuadés que cette théorie. Ils pensent que c'est ça qui a fait que les gens n'ont pas été voir le film de merde Blanche-Neige. Ça m'a rendu un peu fou. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Bah non, moi non plus. Mais c'est juste que le film quelqu'un a été payé pour écrire cet article-là. Le film a l'air atroce, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire des tweets pro-Palestine pour que le film soit pourri. Les comics, Arnaud Kiko. Mais voilà, ce n'est pas notre sujet, puisque avant de parler de comics, bien entendu, on fait toujours un petit remerciement. Et on a deux entités à chaque fois à remercier. La première, c'est notre partenaire, Pulps. 3 librairies, enfin 2 librairies, une boutique de toys sur Paris et une librairie spécialisée à Bordeaux. Et aussi un site internet, pulps.fr, sur lequel vous pouvez faire toutes vos emplettes de comics en VO comme en VF. Et surtout, chaque mois, on vous propose le Focus Pulps. C'est une sélection de 3 titres VO à prix de lancement que vous pouvez aller donc commander. Et on vous rappelle que en ce mois d'avril, on vous propose de découvrir à petit prix le New History of the DC Universe de Mark Waid. Pardon, Chris Samney, il fait la couverture, mais c'est donc de Mark Waid. News from the Fallout de Chris Condon et They Chose Violence de Sheldon Allen. C'est donc dans la description de ce podcast. C'est pas Jerry Ordway qui fait le dessin? C'est Jerry Ordway sur le premier numéro, mais en fait c'est rotatif. Okay. Donc voilà, je voulais pas tous les dire puisqu'en fait on ne sait pas non plus lesquels seront sur les prochains pour le moment. De toute façon, on va isoler la pastille du Focus Pulps comme on le fait à chaque mois, donc vous pourrez aussi retrouver le podcast dédié très rapidement sur First Print. Et la deuxième entité que l'on remercie, c'est une entité plurielle puisque ce sont nos tipeurs et tipeuses que l'on remercie chaleureusement de nous aider à voir l'avenir de ce podcast sur le long terme. Donc merci aux 136 personnes qui nous soutiennent actuellement et qui nous permettent de vous proposer toujours autant de podcasts. Et depuis la dernière fois qu'on a enregistré, il y a un Arnaud qui nous a soutenus et qui nous dit merci pour les back issues. Donc il est content que le format soit revenu. Arnaud de Strasbourg? Non, pas du tout. C'est c'est Arnaud. D'autres Arnaud? Il y a d'autres Arnaud. Il y en a plein. Mais c'est des belles personnes à chaque fois, j'ai l'impression. Il y a aussi Léo et David Smadja qui nous ont laissé des tips récemment. Donc, si vous voulez les rejoindre et ainsi être cités dans le podcast, n'hésitez pas. Il paraît même que si vous mettez 10 millions d'euros, eh bien, il se passe quelque chose d'assez incroyable dans votre vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Ouais. Le lien est également dans la description. Maintenant, Corentin, on va pouvoir parler d'actualité comics. Et à l'heure où on enregistre, on est à l'avant-veille ou l'avant-avant-veille de l'édition 2025 de Comic Con France. On a déjà fait le point sur les quelques artistes qui sont invités. Et on a quand même maintenant le programme. Alors, c'est toujours la même organisation, c'est-à-dire que le programme est annoncé 5 jours avant le début du festival. Mais au moins, maintenant, on est un peu plus fixé sur les derniers ajouts. Alors, du côté des artistes, il y a Trevor Hairsine qui reviendra. Ça, c'est plutôt cool. On l'a déjà vu pas mal de fois en France, notamment à l'époque où il faisait les Divinity et Eternity chez Valiant avec Matt Kindt. Donc, c'était chez Bliss qu'il avait été invité. Ensuite, il était invité plutôt par Urban Comics puisqu'il s'occupait de dessiner la saga principale Deceased de Tom Taylor. Et donc, maintenant, j'imagine qu'il sera invité simplement de façon générale en tant qu'artiste. Mais il faut savoir qu'il a prêté main forte à un projet plutôt sympa qui s'appelle Retour aux Normandies, co-scénarisé par Mathieu Telet qui fait aussi le projet Héritage. C'est un projet pour parler en fait d'un vieux cinéma qui s'appelle le Normandie. Je t'en reparlerai pour qu'on puisse en rediscuter peut-être plus tard, mais en gros un projet sur lequel il y a Charlie Adler, il y a Trevor Hairsine, il y a plein d'autres artistes comme ça qui sont venus prêter main forte pour dessiner quelques planches. Un gros projet collaboratif et totalement indépendant. Donc je vais voir s'il n'y a pas un lien dans la description, si je peux vous mettre un lien dans la description pour que vous voyez l'album. Mais il me semble qu'il sera invité du coup. Je crois que Mathieu Telet, l'auteur, sera aussi présent et peut-être qu'ils auront peut-être un stand commun pour aussi mettre en avant Retour aux Normandies. Et de l'autre côté, on
on aura aussi donc Xavier Fournier qui sera présent une nouvelle fois parce qu'il était déjà venu l'année dernière, notamment pour une conférence pour présenter la grande exposition Marvel qui est en train de se terminer à la Cité internationale de la bande dessinée. Donc dépêchez-vous d'y aller si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez d'ailleurs aussi écouter le podcast qu'on a fait avec Monsieur Fournier sur cette fameuse exposition. Donc il sera là pour deux conférences. Il y en aura une sur Fatalis, forcément avec le film Fantastic Four qui arrive pas loin. C'est aussi bien de s'intéresser à ce grand vilain, et je soupçonne que il va sûrement aussi parler de One World Under Doom, vu qu'en VO c'est complètement en ce moment on est plongé dans cet event avec Doom en tête d'affiche. Et il y aura une seconde masterclass samedi 15h, et si les comics c'était tout autre que les super-héros, donc pour parler j'imagine de toute autre chose, avec Xavier Fournier d'un côté. Il y aura aussi Thierry Mornay des éditions Delcourt qui du coup est aussi invité sur place en tant qu'auteur pour venir défendre son garde républicain, mais aussi le Fantax qu'il vient de faire avec Pascal Millet. Donc des super-héros. Hein? Donc des super-héros. Ouais, mais c'est pas... Non, mais c'est pour ça, mais attends. Invincible aussi. Non, mais après Thierry, quand on l'envoie, enfin tu connais son discours, Oui, bien sûr. Il est toujours là à dire les comics. C'était une blague. C'est autre chose que des super-héros, mais en l'occurrence c'est vrai que Fantax et le garde républicain techniquement ce sont des super-héros, mais c'est pas ça qui me fait le plus tiquer, tu vois, parce que dans les autres intervenants il y a Johan Boisseau, donc des éditions Réflexion, qui j'imagine auront de nouveau peut-être un stand, mais qui fait du Cyberforce, qui fait The Crow aussi, mais il édite aussi des trucs indépendants. Aussi, mais et donc Laurent Lerner de Delirium qui sera également présent, et donc les éditions Delirium auront aussi leur stand pour présenter leurs ouvrages. Donc ça c'est quand même plutôt cool parce que ça permettra au public d'aller découvrir les titres proposés, surtout qu'il y a eu quand même quelques sorties déjà très intéressantes en ce début d'année. Delirium, c'est la boîte qui fait Copra et Maxi Mortal, c'est ça? C'est ça. Mais je pense que de toute façon, après l'intitulé, je sais pas qui l'a écrit, je crois pas que ce soit eux. En gros, c'est pour parler de la création indé, quoi. Oui, c'est ça, mais moi, à la limite, celui des quatre qui m'aurait le plus étonné, c'est plutôt Xavier, parce que justement, Xavier, lui, il est à fond super-héros, c'est, il est le super-héros français, en plus. Oui, c'est ça, il a fait des ouvrages sur effectivement, plusieurs ouvrages sur les super-héros français, il a une culture complètement hallucinante là-dessus, et plus, des expos Marvel. Je pense que sur les titres Image des années 2012 et tout ça, enfin, depuis, tu vois. Donc c'est marrant de... On sait pas, hein, si ça se trouve, il est autre chose que... Non, mais je pense qu'il est aussi autre chose, mais en tout cas, clairement, c'est sur les super-héros qu'il est imbattable, comme le super-héros de Pascal Jousselin. Et donc... Voir qu'il est invincible. Comme le super-héros de Robert Kirkman. Bref, voilà, donc il y aura quand même cette rencontre. Alors il y a aussi noté que j'avais pas capté, mais c'est vrai qu'il y a aussi une rencontre avec une actrice, avec l'actrice May Kalawami qui jouait la copine de Oscar Isaac dans Moon Knight là. Donc donc la conférence est quand même appelée Talking Marvel, mais en vrai, vas-y, on s'en bat les couilles. Donc ça dépend, peut-être qu'elle a des insiders sur comment ça se passe en interne. Oui, non, mais elle peut raconter le tournage et tout ça, mais juste Moon Knight, quoi. Je pense que j'ai oublié cette série. Volontairement. Tout événement qui vient rappeler l'existence de ce truc est forcément un peu maudit. Exactement. En tant que tel. Mais donc voilà, nous on doit y aller normalement, c'est toujours pas comment ni quand, parce que normalement on a des interviews à faire sur place, mais on espère peut-être en croiser certains d'entre vous. Ça aura lieu donc là le week-end du 12 et 13 avril au Parc des Expositions Nord de Villepinte. Et à ma foi, il y a quand même, on rappelle, il y a Daniel Acuna, il y a Ezra Beach, il y a Derek Robertson, donc il y a quand même quelques artistes. Il y en a pas énormément, mais ils sont plutôt il y en a. Plutôt, voilà, il y en a quand même. Donc après, c'est juste, est-ce que vous voulez faire des petits noms, quoi, le déplacement, et j'espère surtout qu'ils vont mieux gérer aussi les entrées, parce que l'année dernière ça a été un vrai bordel. Donc voilà, on leur souhaite bien du courage et un big up à tous celles et ceux qui font venir aussi exister le comics en tant que tel, parce que si on ne comptait que sur l'organisation toute seule, je suis pas sûr qu'il y en aurait autant. Mais bon, du coup, ça c'est déjà fait. Ah oui, il y a en parallèle, pour ceux qui préfèrent la vraie littérature, le roman graphique et pas les comics et la bande dessinée, il y aura Émile Ferris au Festival du Livre de Paris. Donc je sais même plus où c'est au Grand Palais, hein, c'est ça, ouais. C'est très beau. C'est un joli cadre. C'est un grand lieu en plus. Ouais, et c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien y faire un tour de temps en temps, parce qu'il y a toujours en plus plein d'éditeurs de bande dessinée qui y sont également. Généralement, Rue de Sèvres y est aussi, et ça permet d'avoir. Je sais que là, il y aura Guillaume Saint-Gelin du Label 119 qui sera également sur place. Entre autres, il y a Mathieu Bonhomme aussi qui va être là. Enfin, il y a pas mal d'auteurs de BD, c'est juste que c'est pas du BD, enfin de la BD comics. C'est ça. Et en l'occurrence, Émile Ferris vient parce que donc c'est elle qui a fait le diptyque, peut-être triptyque. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, et elle aura donc une masterclass sur place. N'hésitez pas à aller sur le site pour consulter le programme. Parce que c'est que de la vente en ligne et en avance, donc faites gaffe quand même. De quoi? Pour accéder au lieu, pour accéder au festival. Ah oui.
C'est ce qui était écrit sur leur site. Hein, j'ai pas. Oui, c'est vrai que vu que moi je me fais accréditer, La bourgeoisie de la presse. Bah, Mais oui, enfin il y a beaucoup. Enfin la liste des invités du festival est conséquente. Alors elle représente beaucoup de gens qui sont auteurs, romancières, essayistes. Oui, plein de trucs. Il y aura Elisabeth Borne, par exemple. Putain, ça part François Hollande. Ah oui, ça le fait. Ouais. J'ai cherché un peu des noms cursed, tu vois, sur la liste pour voir ce qu'il y avait. Il y en a un ou deux quand même. Beaucoup. Il y a toujours des politiques de toute façon qui vont. Bah, il y aura forcément Dati qui passera faire passer une lunette. Pas probablement, ouais. Ouais. Alors oui, c'est ça l'agriculture. Après, il y a plein de vrais écrivains aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bah, ouais, bien sûr. Mais après, j'ai pas encore une culture assez grande non plus en termes de littérature. Bah, il y a Amélie Nothomb, par exemple, qui va être là. Ouais, mais la flemme, non? Comment il s'appelle? Michel Pastoureau, s'il va être là. J'aime bien Michel Pastoureau. Nothomb, moi je la lisais au collège, c'était il y a 20 ans, quoi. Mais je te dis pas que j'ai suivi ce qu'elle a fait depuis 10 ans. Hein, c'est une des plus grandes autrices françaises, quoi. C'est vrai, je ne lui enlève pas ça. Mais j'imagine qu'à ce compte-là, il y a aussi des Guillaume Musso et des. Oui, il y a Marc Lévy qui est là, effectivement. Bon, voilà. C'est pas une blague, Marc Lévy sera là. Oui, bah voilà. C'est l'un des plus gros vendeurs. Hein. Oui, non, pas de souci. On ne juge pas. On juge, mais on ne juge pas. Si on juge. C'est un peu le Robert Kirkman de. Non, c'est franchement. Tu dis pas ça de Bob. Pardon. Okay. Après, j'avais lu de Marc Lévy, hein. Je trouve que c'est très bien. Bah, certainement. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si vous voulez encore... Il y a un twist dans un bouquin de Marc Lévy. Au bout de 100 pages, le héros tue sa meuf et on découvre que c'est un alien qui vient d'une planète étrangère. Non, je pense pas, là. Allez, Corentin, on continue puisque First Print se transforme un peu en sortir à Paris sur ses premières minutes. Faut savoir qu'à partir de là, au moment où on enregistre, on met ce podcast en ligne, il y a une exposition qui vient d'ouvrir ses portes et qui se déroulera jusqu'au mois d'octobre de mémoire. C'est l'exposition Disney 100, donc pour les 100 ans de l'anniversaire de Disney. Une exposition qui s'est d'abord faite aux États-Unis, qui a voyagé un petit peu partout, c'est-à-dire elle est allée en Angleterre, en Allemagne, en Corée, elle est retournée aux États-Unis. Maintenant, elle arrive à Paris, en France, et ce sera l'occasion de découvrir. Donc, c'est une exposition avec, je cite, 10 galeries immersives autour des plus grands succès et chefs-d'œuvre de l'animation de Disney. Mais comme Disney, maintenant, ce n'est pas qu'un studio d'animation, c'est aussi un ogre qui mange des licences au petit déjeuner. Il y aura également donc des salles dédiées à certains univers, dont évidemment celui que on préfère tous ici, celui de Star Wars. Et non, je déconne, celui de Marvel Studios. Et dans ce cadre-là, il y aura... Je préfère Pixar pour le coup, mais... Non. Bah, non, les films intelligents qui prennent les enfants au sérieux. Non, mais il y en a quelques-uns qui... Non, mais attends, les films intelligents qui prennent les enfants au sérieux et qui se répètent sur la même charte graphique depuis 20 ans et qui font toujours les mêmes types de personnages et toujours les mêmes types d'histoires. Moi, j'en peux plus de Pixar. C'est tout le temps la même chose. La légende Arnaud a des goûts de merde quand même. Tout le temps la même chose. J'ai même pas besoin de faire des vannes, et ça s'écrit tout seul. Alien Covenant, Prometheus. Il aime pas Pixar. Non, je préfère des vrais studios d'animation, c'est tout. Ouais. Il y a beaucoup mieux. Non, mais je dis rien. Tu vois, je laisse les gens te juger en silence. Tu connais Ghibli, je sais pas, tu vois. Ghibli, ouais, si tu veux. Donc. Après Ghibli, cite-moi un film dans les 5 dernières années. Cite-moi un film Ghibli, à part Le Garçon et le Héron, de ces 5 dernières années. Non, je regarde pas ceux qui ne sont pas de Miyazaki, en effet, donc faut être un peu plus patient. Et le vent se lève était décevant, mais ça n'en restait pas un film très bien animé en tant que tel, et au moins qui proposait quelque chose de différent des précédents aussi. L'esthétique de Soul, elle est quand même très belle. Vice versa, t'as pas chialé? Non, mais si, vice versa. Le 1, c'était il y a 10 ans. Mais c'était il y a 10 ans, vice versa. Le 2 est sympa. Hein. J'ai pas vu, j'ai pas envie. Alerte rouge. J'ai vu le 1. Avec la petite qui sont sur mon pandarou. Il est très bien. Hein. Non, mais il est bien, mais vite fait, tu vois, ça m'a pas non plus transporté non plus. Vice versa, pardon. Élémentaire. Non, ça, par contre, ça avait l'air rincé de ouf, ça, par contre. Bien. Mais non. Esthétiquement, c'est quand même très différent de ce qu'ils font d'habitude. Non, je suis pas d'accord. Ouais, bref, c'est un autre débat. C'est ça pas vrai. Moi, je t'avoue que Pixar, j'en ai un peu marre. Ok, voilà. Bah écoute, Pixar, si tu te promènes tard dans la rue, il y a Arnaud qui te cherche avec une vache. Je pense que ça va. Le studio a quand même pas trop de soucis à se faire du fait que je n'aille plus les voir au cinéma. Donc, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait Marvel Studios, il y a le bouclier de Captain America tel que porté par Steve Rogers, donc comment il s'appelle, Chris Evans et Anthony Mackie. Il y a le costume de Black Panther, il y a quelques casques. Voilà, il y a quelques accessoires. On vous recommande pas d'y aller seulement si vous êtes fan de Marvel Studios, mais par contre, j'imagine que si vous kiffez Disney, ses univers et tout ça, dans l'ensemble, ça peut valoir le coup. Si vous avez des enfants aussi. Oui, si vous avez des enfants également. Donc voilà, c'est jusqu'à octobre au parc des expos de Porte de Versailles. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est de passage un moment dans le coin. Il y a toujours, il y a toujours quelque chose à faire. Techniquement, Disney a 102 ans actuellement. Oui, bah ils continuent de célébrer, bien sûr. C'est Disney 102. Voilà. Ouais, bien sûr. le gros chieur. Non, c'est vrai, parce que c'était il y a 2 ans qu'ils avaient commencé à faire les couvertures avec les super-héros. Oui, mais ça fait Disney un Marvel, siècle là, qu'on se tape le coup de Disney 100. Pareil, à Walt Disneyland, ils avaient fait
des événements pour les 100 ans. Sur Disney+, il y a encore le truc de Disney 100. Enfin, c'est bon, les gars. Ouais. Allez, on passe du côté des comics. Il y a une petite confirmation qui nous vient de Urban Comics. Alors deux confirmations. La première, c'est que Superman The World, l'anthologie, la fameuse anthologie, est bien confirmée au 27 juin chez Urban Comics. Vous pour rappel, c'était il y a 3-4 ans maintenant qu'ils avaient fait une première anthologie Batman The World, sur laquelle d'ailleurs on avait fait un podcast. C'est le principe, c'est on réunit genre une douzaine d'équipes créatives qui viennent d'autant de pays différents pour faire une histoire sur Batman avec un peu l'ancrage local à chaque fois. Donc pour la première anthologie Batman The World, ça avait été une histoire avec Batman et Catwoman ou Wonder Woman à Paris, et on avait reçu, je me rappelle plus de son Nicolas Martin. Non, c'était le dessinateur, mais justement on avait reçu le scénariste, on avait fait un petit podcast avec lui pour ça. Donc c'était il y a 3 ans, donc 4 ans même, la mémoire. Voilà. Qui fait une interview par jour aussi. Donc oui, effectivement, en ce moment c'est un peu compliqué de retenir tous ceux que j'ai interviewés. Mais donc pour Joker The World, ils avaient fait le même concept, sauf que la France n'était pas présente. Je sais pas, il y avait pas eu d'accord entre Urban et DC Comics. Donc on espérait quand même que pour Superman ce soit le cas. Ce qui est marrant, c'est que quand l'annonce en anglais était tombé de la part de DC Comics, il y avait pas la France listée dans les pays participants, parce qu'en fait ils avaient copié-collé, je crois, la liste de l'anthologie de l'année d'avant, donc de Joker The World. Donc j'avais quand même demandé à Urban, mais je comprends pas, enfin vous êtes dedans ou pas, et on m'avait dit oui, et donc ils l'ont quand même fait un post pour le confirmer de leur côté, parce que visiblement il y avait eu un couac de communication, et pas un quick de communication du côté de la VO. Donc ce qui est cool, c'est qu'on sait aussi qui s'occupe de l'histoire. C'est Sylvain Runberg, donc c'est un auteur français qui a fait plein de trucs, mais qui a notamment aussi travaillé avec des dessinatrices italiennes ou espagnoles pour des BD qui ont été publiés après chez Image Comics, comme Under York, les chroniques d'Under York avec Mirka Andolfo, et Patriarchy avec Belen Ortega, qui est la dessinatrice de la série Trinity de Tom King. Donc lui fera simplement Superman à Paris, et donc on voit Marcial Toledano Vargas et José Manuel Robredo au dessin. Donc eux, je suppose qu'ils sont pas forcément français. Non, ça me paraît en tout cas plutôt une origine espagnole, hispanique, je dirais. J'aurais dit plutôt Lettonie. Je suis pas détective, mais quand même. D'accord. Mais donc Superman à Paris, et c'est vrai que sur une des planches présentées, on voit Superman qui prend le métro avec Lois Lane, enfin Clark Kent qui prend le métro à Lois Lane, il prend la ligne 4, le pauvre il est pas au bout de ses peines. Moi je me dis franchement, un petit Clark Kent qui prend la ligne 13 par heure de pointe. Est-ce que ça va? Non, là, c'est vrai que, ça dépend, putain, parfois, dur. Mais bref, la ligne, franchement, moi, j'aurais bien aimé une petite histoire. Ils font, Clark Kent qui teste toutes les lignes de métro et qui fait la Maison Blanche, il y a la fourche pour aller à Villejuif ou Ivry, et ils sont là à attendre 25 minutes le soir. C'est ça, ouais. C'est dur quand on peut pas voler comme ça. Donc voilà, donc au moins ça arrive, donc ça c'est cool. Après, pourquoi toujours Paris? Ça c'est vrai aussi, parce que c'est le pays après oui bien. Alors je suis d'accord avec toi, mais après vu que c'est quand même une anthologie qui est publiée simultanément dans tous les pays qui participent à l'opération, j'imagine que chacun des pays veut aussi avoir un symbole que tout le monde peut reconnaître. Mais les machines de l'île de Nantes. Alors non. Superman qui va combattre un robot en machine. Non, mais moi je trouverais ça cool, mais ça ne parle qu'aux Français, ça, je veux dire. Oui, c'est sûr. Parce que quand même dans les pays qui participent, il y a le Mexique et la Pologne, et avec tout le respect que j'ai pour les Mexicains et les Polonais, je suis pas sûr qu'ils connaissent les machines de l'île de Nantes. Non. Alors que la Tour Eiffel, ils ont vu Athéna, alors que ils connaissent les Tarterets. Tu vois, Superman qui va boxer des gueules aux Tarterets. Non, je pense pas, non. Allez. Allez, donc voilà. Il prend un petit apéro sur le vieux port et Clark visite les merveilles. Non, mais après il faudrait la rillette au Mans. Il faudrait une sorte de, c'est lequel c'est quoi, c'est dans All Star Superman où il va faire ses 12 travaux là, enfin il visite tous les États-Unis. Faudra faire la même chose, tout étoile Superman. Le tour de Gaulle de Superman. Le tour de Gaulle de Superman, ouais, effectivement. Mais pour ça, il faudrait que les Français, qu'il y ait des droits de faire des histoires, quoi, comme ça. Comme, tu sais, Marini qui avait fait le Batman de truc, faudrait demander, Ouais. Après, il sera dans le domaine public, d'ici. Oui, bientôt, oui, c'est vrai qu'on pourra faire le premier Superman. Faites-moi un tour de Gaulle. Et en plus, ce sera logique parce qu'il pourra pas encore voler, il pourra que sauter très fort. Donc, de toute façon, il pourra vraiment faire un tour de... Il devra prendre la ligne 13. Exactement. Voilà, le train et tout ça, il y aura des grèves et il fera, putain, c'est gréviste. Un bout de bois sur les rails. Qui prennent en otage les usagers. Voilà, ce genre de choses là. Bref, bon, tout ça, c'est beaucoup de blabla, tout ça pour dire que donc ça arrive le 27 juin et juste avant le 18 avril.
Donc tout prochainement, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a un Superman Day qui sera célébré sur le même modèle un peu que le Batman Day, c'est-à-dire que pour 2 albums de Superman achetés, vous avez un album collector offert. Et en l'occurrence, c'est une édition en noir et blanc de For the Man Who Has Everything de Alan Moore et Dave Gibbons. Mais non. Si. Oh là. Ouais, tu sens que tu vas yankliser pour là. une fois, je vais yankliser. Ouais, moi aussi, il faut déjà que je regarde quel tome il me manque de Superman, mais il y en a plein pour le coup, ça va. En termes d'opération, c'est plutôt cool. Oui. Il y a largement de rééditions, de quoi faire, mais ça marche pas avec les poches de mémoire, donc forcément, parce que sinon c'est un peu trop facile. Faut prendre des albums normaux, mais ne serait-ce que là, il y a le Superman Space Age de Mark Russell et Michael Red qui vient de sortir. Donc déjà, vous avez une lecture de sûr qu'il faut prendre absolument. Et donc, il vous en reste 1 seconde à choisir, effectivement, parce que c'est une superbe histoire, donc, de Alan Moore, Dave Gibbons, dans lequel, en fait, Superman est, alors c'est le Black Lotus, je crois, non, c'est pas le Lotus, non, ça, c'est Magic. C'est la Black Mercy. La Black Mercy, donc cette plante qui se fixe à lui par Mongul en fait et qui lui fait vivre en fait une vie dans laquelle il n'aurait pas quitté Krypton et un rêve qui se délite petit à petit. Donc voilà, c'est qui rappelle l'importance de du concept. L'importance de Superman et de son histoire. Et je sais, enfin, c'est l'histoire préférée, le Superman Annual 11, c'est l'histoire préférée de Yann Graff. Qui est éditeur chez Urban Comics et en fait du coup c'est super logique que pour le premier Superman Day comme ça qu'ils font en France ce soit cette histoire là particulièrement qui a été choisie. Oui, voilà. Puis Alan Moore c'est quand même assez grand public aujourd'hui. Ouais. Ah si dans le milieu du ciné dans le milieu du ciné. Ah oui, c'est du cas. Je travaille pas, je suis pas au Festival de Cannes non plus, mais je veux dire quand je discute avec des gens qui découvrent en rentrant dans ma cabine que je lis des comics et qui m'en parlent, etc. Des fois, je cite le nom d'Alan Moore pour voir si c'est un peu un passe-droit et tout, et généralement, les gens connaissent. Il y a même des gens qui se sont mis à lire ses bouquins. Une nana trop sympa qui passait le jour qui m'a dit « Ah oui, Alan Moore, je vais faire son bouquin à mon père. » J'étais en mode « Ah, mais lequel ? Ça y est. » Celui le dernier. Le Grand Camp ? Ouais, le Grand Camp, voilà. Vachement bien, le Grand Camp. Ouais. Je me suis dit « Ça y est, Alan Moore est un auteur à papa, quoi. » Lisez le Grand Camp disponible chez Brajlon, et donc toi, t'es dans le ciné. Je suis dans le ciné, je suis Gaumont Pâté, ok, très bien, tu l'avais. Allez, Corentin, on continue juste pour dire aussi que du côté de Panini, il y a aussi un Day qui est annoncé, c'est un Alien Day par contre, c'est-à-dire que le 26 avril, c'est donc le 426, donc en fait c'est une référence à la lune LV 426 où sont découverts les xénomorphes dans le premier Alien. Donc en fait, ça fait longtemps que ce jour existe. Et j'imagine que, en fait, je pense que Panini, ils ont vu qu'il y avait ces opérations Batman Day et tout ça, ils se sont dit, Marvel ne le fait pas de leur côté, ils ont pas un truc vraiment annoncé comme le Marvel Day ou le Alien Day, donc ils essayent un peu de fabriquer ces opérations de façon plus ou moins artificielle, j'ai envie de dire, mais en l'occurrence, c'est pas forcément utile. Non, c'est pas, j'allais dire, c'est pas forcément un mal dans le sens où, ça permet d'avoir aussi un album édité spécialement pour l'occasion et tout ça. Donc là, en l'occurrence, c'est le préquel c'est surtout un album qu'ils auraient pas pu éditer comme ça parce que c'est le one shot Alien Romulus qui sert de préquel au film. Et qui fait je sais pas 40 enfin je sais pas, il fait une soixantaine de pages, enfin c'est un tout petit truc quoi, donc t'as les balles sortir en album normal, en fait c'est un peu compliqué et donc il sera pareil offert pour l'achat de 2 albums Alien. Le problème par contre là c'est plus sur la disponibilité, c'est sur le nombre d'albums disponibles parce qu'il y en a pas non plus des masses des albums Alien. T'as la première série qui était dessinée par Salvador Larroca, je crois que c'est en 3 tomes. Après t'as celui de Declan Shalvey, Kennedy Johnson qui faisait le scénario. T'as celle de Declan Shalvey, c'est en 2 tomes. Il y en a 2 Declan Shalvey. 2. Donc et ensuite t'as donc un Alien What If qui sort juste avant, et après sinon c'est les omnibus quoi. Voilà, solution toute trouvée. Tu prends 2 omnibus et t'as le droit à un numéro de 40 pages en plus. Ouais. Ça te coûte juste 140 €. 160, non, je crois qu'ils sont à 80. Mais en l'occurrence, les omnibus, c'est la période Dark Horse, donc c'est plein de pépites et tout ça, mais c'est vrai que, non, mais c'est juste que par contre, même par rapport à Batman ou Superman, Alien, c'est facile aujourd'hui, si t'es un gros fan, d'avoir déjà tout, donc là, c'est plus compliqué de te le procurer, donc, je sais pas. Accessoirement, je sais pas si c'est vraiment, Alien Day. Je sais pas. C'est un peu vraiment. Après la couverture, franchement la couverture elle est jolie, tu vois. Oui, elle est très jolie. Mais il y a c'est une couverture c'est pas un truc de Romulus, ça. C'était la couverture du one shot VO, tu vois, mais elle est juste, je la trouve juste vraiment très très jolie, quoi. Mais tu vois, c'est comme à une époque, Thomas Zanedi qui a essayé de lancer son Judge Dredd Day. Et tu dis, oui. Après il y aura un Babar Day.
Il y aura un bisounours dev. On y accorde il y a que ceux qui accordent de l'importance pour qui s'en a. Non, bien sûr. Voilà, mais après voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas surtout à demander à votre libraire s'il participe à l'opération, et sinon il faut qu'il fasse la commande. Voilà, ne soyez pas. C'est peut-être le moment de préciser qu'elles sont très mauvaises, les séries Alien de chez Marvel. La première, très mauvaise, non, la première, celle de Kennedy Johnson, non, mais après si tu prends celle de Declan Shalvey, ça va. Non? Ouais, ça va, mais ça a rien à voir avec le niveau de qualité des films. Très franchement, même de Romulus. Oui, mais après même dans les séries Dark Horse, très répétitif. Même dans les séries Dark Horse, tout n'était pas excellent tout le temps. Bien donc sûr. Voilà. Mais ne prenez pas non plus Omnibus. Quand même, il y a les trucs de James Tocco. Franchement, regardez de Gabriel les films Hartman, et Corinna série de Noah Hawley ou Alien, c'est du cinéma. Enfin, bref. Il y a des très bons comics Alien. Bien sûr, mais ils sont pas disponibles indépendamment les uns des autres. Peut-être dans des brocantes, il y a les anciens de Vestron. Oui, mais tu vois, là, sur le marché VF en neuf, je saurais pas, moi, quoi dire aux gens, quoi acheter, parce que les omnibus sont trop chers et les comics Marvel sont pas terribles, donc. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est le défaut de l'opération, en l'occurrence, c'est pas sur le bouquin plus édité que plus sur le matériel qui est disponible pour participer à l'opération. Mais donc, ça a le mérite d'exister, donc vous verrez bien en livret si vous souhaitez participer à ça. Du reste, dans les bonnes nouvelles aussi, on a enfin une date pour le tome 2 de la série Slum Kids de Petit Rapace. Donc édité au label 619 chez Rue de Sèvres. Slum Kids, si vous ne savez pas ce que c'est un univers qui se passe dans une immense décharge à ciel ouvert dans lequel des pauvres gamins essayent de survivre tant bien que mal, avec un trait un petit peu cartoony. Petit Rapace, par contre, livre des histoires qui sont violentes, pour ne pas dire ultra violentes, et souvent assez noires dans leur conclusion. Et en fait, donc il y avait eu un premier segment qui avait été présenté dans un Lowrider, dans l'anthologie Lowrider, avant que ça devienne vraiment une série en album cartonné à part. Et surtout, chaque histoire est indépendante les unes des autres, ça se passe dans le même univers, mais les nouveaux personnages là que vous verrez dans ce tome 2, ça n'aura rien à voir avec ceux du tome 1, même si bien sûr, ils pourront y faire une apparition vu qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des caméos qui se passent, quoi, parce que ça reste toujours dans le même univers. Le résumé, je vous le lis en 30 secondes. Une petite fille portant un étrange médaillon est retrouvée inconsciente au milieu de détritus. Visiblement venue de la ville, Ruby attise aussitôt la curiosité de tous les délinquants des bas-fonds. Elle est recueillie par Igor, un petit garçon solitaire vivant entouré de rats qui tente de la protéger et de la faire s'échapper de l'enfer de la décharge. Et quand on voit la couverture, du coup, c'est vraiment le crossover entre La Cité de Dieu et Le Joueur de flûte de Hamelin, très clairement. Il avait revendiqué, je crois, la comparaison avec La Cité de Dieu. Oui. Faut réécouter. On avait reçu Petit Rapace dans le podcast également. Il y a du fantastique, c'est pas que l'univers social. Dans le premier, oui, c'est très violent. Il y a aussi des touches de fantastique. Le premier tome, il y a tout un délire à la Akira à un moment. Voilà, donc et c'est surtout grosse claque graphique. Donc assez impatient de découvrir ça. Ça fait 2 ans que le premier tome est sorti, donc on attendait quand même cette suite, et j'espère qu'il s'est pas cassé un poignet en dessinant tout cela. Donc rendez-vous au mois de juin pour découvrir ça au label, et ma foi, j'espère bien que Petit Rapace sera de nouveau dispo pour faire un petit podcast là-dessus. Et pour terminer la partie comics VF, que je vous avale à un rythme effréné sans que Corentin puisse en placer une, puisque j'ai pas grand-chose à dire. Oui, non, mais je sais bien. C'est donc l'adaptation de Watership Down qui a été, elle a pas été, je pense qu'elle avait été déjà annoncée il y a quelques temps, mais que j'avais pas forcément suivi le bail, donc qui arrive aux éditions Monsieur Toussaint à l'ouverture. C'est même dont on vous parlait avant, ceux qui éditent des romans graphiques, de la vraie bande dessinée, de la vraie littérature illustrée. Donc je me moque, mais c'est pas contre eux, c'est contre les gens qui disent moi je lis du roman graphique, pas de la BD. C'est la même chose. Est-ce qu'ils sont encore si nombreux que ça? Oh oui. Ah oui. Ah ouais, tu devrais suivre parfois les webinaires que je suis de Livre Hebdo, les trucs comme ça. Enfin, même des représentants de maisons d'édition qui refusent de dire bande dessinée, qui disent que roman graphique, tu vois. Enfin, c'est après parce que les gens, notamment dans ce cadre-là, pour le coup, c'est vraiment du roman graphique puisque c'est de l'adaptation littéraire, c'est de l'adaptation en bande dessinée d'un roman. Donc pour le coup, à la limite, je veux bien. Mais ça veut pas dire ça un roman graphique. Oui, je sais. Quand Will Eisner a inventé le terme, ça voulait juste dire c'est de la BD qui sera pas publiée en kiosque. C'était de la BD et de la BD pour adultes aussi, clairement. Il y avait comme ce côté-là. C'était juste je passerai pas par les kiosques, je le publie directement en album, en gros tome. Mais c'est un terme qui veut dire beaucoup et plein de choses à la fois et qui ne veut rien dire. Moi j'aime bien le terme bande dessinée en fait en tant que tel, quoi. C'est pour ça que je me moque un petit peu, mais en l'occurrence Watership Down, qu'est-ce que c'est un roman de Richard Adams qui met en scène, c'est de la fantaisie animalière, ça met en scène une troupe de lapins de Garen en fait, justement, dont la Garen est menacée de destruction, et donc ils décident de partir sur la colline de Watership Down pour survivre avant que leur territoire ne soit menacé. C'est quoi une Garen?
Une garenne, c'est l'habitat du lapin, D'accord. tout simplement. Voilà. Voilà, merci Arnaud. C'est un ensemble. C'est bon. Je suis pas naturaliste. T'as répondu? Moi, je suis spécialiste en bactéries. Hein. Dès que c'est plus qu'une cellule, Moi, je croyais que c'était le terrier, l'habitat du lapin. non, mais la garenne, c'est l'ensemble. C'est le terrier, c'est la maison. C'est le territoire du lapin. Voilà, c'est le territoire, quoi. Je crois, hein, s'il y a des éthologistes qui m'écoutent, n'hésitez pas à me rectifier. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire? Apparemment, c'est un des meilleurs romans du monde. Apparemment, c'est vraiment un chef-d'œuvre de ce que je sais, enfin de ce qu'on en dit. Énorme succès littéraire, donc, et qui est édité justement et qui a même été réédité récemment aux éditions Monsieur, tout ça, l'ouverture dans une édition qui a l'air absolument superbe. En même temps, eux ne font que des pareils. Je pense que si Nicolas Beaujoin, c'est le baiser de la fab, eux, c'est un conglomérat de Nicolas Beaujoin en leur sein, quoi. Je sais pas quoi, parce que vraiment, ils se font chier sur tous leurs titres, c'est absolument incroyable, quoi. Mais donc, le roman graphique, il est, justement, je vais m'en sortir. Pour préciser que c'est des lapins, enfin, c'est de la fantasy, mais ça reste dessiné comme un truc pour enfants. C'est-à-dire que c'est pas de la fantasy façon Mossguard où elles ont des épées, oui, bien sûr. Boucliers, c'est pas des lapins anthropomorphes, c'est des lapins normaux. Oui, c'est des vrais lapins. Et c'est pas un truc photoréaliste. C'est plus comme Scurry. Ouais, mais c'est pas photoréaliste comme Scurry. C'est pas photoréaliste comme Scurry dans le dessin, mais dans l'ambiance, c'est plus comme Scurry dans le sens où effectivement c'est des animaux, quoi. C'est pas, on leur donne pas des habits, on les fait pas, voilà. Mais donc l'adaptation, elle a été faite par James Sturm et Joe Stupfin. Ça a été publié aux États-Unis chez 10 Speed Graphic et ça a notamment récolté l'Eisner Award en 2024 de la meilleure adaptation. Et ça a été aussi nommé aux Harvey Awards et Ringo Awards. Donc a priori, ça devrait quand même être pas trop mal si ça récupère un Eisner. Quoique Corentin parfois a des réserves sur les Black Eisner. Widow de Kelly Thompson, ça a eu un Eisner, non? Oui, ça me l'a aussi, c'est un Eisner, tu vois. Cette organisation est corrompue. Et donc voilà, en tout cas ça arrive là très prochainement, je crois que c'est pour la fin du mois d'avril, voilà, le 25 avril prochain, 384 pages, une trentaine d'euros, on verra bien si c'est bien ou pas. Corentin, c'est bien pour le coup. C'est bien. La BD? Ouais. Elle est bien. Mais t'as lu le roman ou pas? Bah non. D'accord. J'ai lu la BD. Et la BD était bien pour toi, sans avoir lu le roman? Bah oui. Mais tu ne peux pas comparer avec le roman, du coup. Donc, je sais pas si c'est une bonne adaptation. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est une bonne BD en tant que telle. Mais techniquement, ça veut dire que c'est une bonne BD en tant que telle. C'est une bonne BD en tant que telle. C'est un graphisme quand même plutôt enfantin jusqu'à un certain point. Mais oui, c'est de la bonne BD. Si vous aimez les trucs d'animaux qui parlent, c'est un peu comme Rover Red Charlie dans une moindre mesure, sans le côté désespéré. Enfin, il y a le côté désespéré, mais il n'y a pas le côté corrosif. Mais la lecture elle-même est très sympathique. Je dirais pas que c'est le plus grand roman graphique de tous les temps, en l'occurrence. Mais ce sera pas le meilleur one-shot indé des First Winter Awards 2025? Ah bah ce n'est pas à moi d'en décider, il y a un jury, Arnaud. Non mais tes pronostics, quoi. Non, je pense pas. Très bien. Du côté de la VO maintenant, Corentin, en comics, c'est pour toi, c'est Mark, le fameux Mark Millar qui nous officialise. Est-ce que les gens connaissent encore Marky Mark? C'est quoi Marky Mark? Oh non, tu connais pas Marky Mark? Non, je sais pas, je le répète parce que je l'ai entendu quelque part, mais je sais plus ce que c'est. Comment il s'appelle déjà? Tu vois l'acteur dans Uncharted qui joue Sullivan? Ouais. Comment il s'appelle? Mark. Tu vois cet acteur là, merde, mais qui a fait aussi Les Infiltrés avec Scorsese, qui a fait Pain and Gain. Mais attends, vas-y, je retrouve moi son nom. Tape Pain and Gain parce que son nom de famille là, est en train de m'échapper. Vas-y, dépêche-toi pendant que je meuble en disant n'importe quoi dans le micro. Il est passionnant ce podcast. C'est vrai. Vas-y, Mark. Allez. C'est pas Mark Wahlberg, voilà, c'est bon. Putain, Mark Wahlberg, quand il a commencé sa carrière, au départ, il faisait du rap. Ce que Yeri m'appellerait avec humour du rap de blanc. D'accord, ok. Ouais. Et à l'époque, son pseudonyme c'était Marky Mark. Ah, c'était ça, ok. Et du coup, tout le monde s'est foutu de sa gueule toute sa vie à cause de ça parce que c'était du rap de pire. Du coup, je pense que ça doit être Yerim qui me l'a raconté une fois et que j'ai retenu dans mon inconscient. Exactement. Mais donc, Mark Millar qui officialise Nemesis Forever pour août 2025. Corentin, il nous en avait parlé quand on l'avait interrogé à Angers l'année dernière. Donc il a fallu attendre un petit peu. Même si Bleeding Cool pense avoir eu le scoop. Oui, bah en même temps, Rich. Ça m'a un peu fait, bref, c'est un hors sujet, mais ça m'a un peu fait rire quand les mecs ont dit We scooped, nanana. En fait, ils ont juste lu la fin du numéro de Nemesis Rocks Gallery où il y a écrit Nemesis reviendra dans Nemesis Forever. Ouais. Donc c'était pas un scoop, c'était juste, ils ont lu un numéro et fait une news.
Mais surtout, ils l'ont fait en janvier, quand nous, on avait fait l'interview en octobre. Mais je lui avais déjà fait remarquer de temps, une fois ou l'autre, qu'on avait annoncé un truc et qu'il faisait le truc. Ouais, et t'as répondu, je parle pas français. Non, il y a un mec qui m'a répondu, genre, ouais, arrête de faire ça et tout, ouais. je sais pas quoi. Je fais, ok, bon, très bien, quelle la politesse, quoi. Ouais, bon, bref. En tout cas, voilà, c'est la fin de la saga Nemesis, du coup. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Bah, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, après, il peut baratiner, mais il avait dit aussi qu'il ne ferait pas de suite. De nouveaux crossovers comme Big Game, donc ça veut dire qu'il y aura pas non plus d'apparition postérieure pour ce personnage. Ce que je trouve un peu dommage personnellement, c'est vrai que Big Game était sympathique, c'est peut-être l'un des trucs pas les plus réussis ni les plus aboutis, mais où on sentait que Mark Millar s'amusait un peu. Il n'était plus forcément dans son mode de pilote automatique. C'était divertissant. Un peu comme Nemesis Reloaded d'ailleurs. Alors Nemesis Rogues Gallery malheureusement est un très mauvais comics. Tu trouves? Ah oui, c'est très pas beau. Franchement, le choix du dessinateur. Ah, t'aimes pas le dessinateur, mais. Moi, je trouve qu'on ne reconnaît pas même le personnage de Nemesis sur certaines cases, quoi. Oh. Pourtant, il y a un design qui est assez épuré, facile. Mais en fait, Nemesis, depuis le début, c'est pas des très bonnes BD. Je veux dire, c'est le graphisme et le côté un peu sauvage. Personne ne retiendra Nemesis dans 100 ans, quoi, c'est sûr. C'est ça, voilà. Mais tu vois, la limite Nemesis 1 et Nemesis Reloaded, il y avait justement l'apport du graphisme qui faisait que tu te sentais quand même un petit peu le côté Fury Bar des graphistes qui s'amusaient avec les concepts un peu simplistes de Mark Millar. Alors qu'en fait, sans le dessin, je trouve que ça va vraiment... Puis tout ce truc, en fait, de taper sur les 1% et les crypto-monnaies, comme les mecs de la crypto-monnaie. J'ai envie de dire que Mark Millar, il a toujours avant, il prévoyait le futur, maintenant, il a un coup de retard sur les vrais sujets actuels. Il a 60 ans aussi, hein. Tu peux pas ouais, c'est sûr. Mais bref, moi, voilà, la bonne nouvelle, c'est que ce sera Matteo Scalera qui va s'occuper du dessin, qui est pas un nouveau venu dans l'écurie du Millar World, puisqu'il avait déjà fait Space Bandits. Et que voilà, c'est un des plus grands artistes actuels, qui est un peu trop rare à mon sens, et qui justement restera à jamais le génie à qui on doit Black Science. Donc là, voilà, avoir l'opportunité d'avoir un artiste complet qui peut s'amuser, qui peut produire des designs originaux et une maestria d'action qui vont bien à ce personnage-là, c'est cool, puisque en fait Nemesis, effectivement, tu retiens quand même majoritairement l'idée du super vilain invincible. Et après le reste, c'est un peu, voilà, c'est toujours un peu masturbatoire, c'est toujours un peu facile. Le mec qui a 10 000 coups d'avance sur tout le monde, à la fin il a rien accompli, rien vécu, il a pas progressé, le monde est le même qu'avant, il s'est juste fait un petit délire. Et voilà, donc c'est de la BD vraiment jetable, on va dire. Néanmoins, le personnage est charismatique, donc on est quand même content de le retrouver. Il est charismatique. Mais ouais, non, moi j'avoue que j'ai un peu hâte que ça se termine quand même, parce que je me suis du coup coltiné Rogues Gallery pour préparer ce podcast. Ça va, c'est ça que au moins l'avantage c'est que ça se lit super vite. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et encore une fois, ça fait quand même 3 tomes que ça se lit super vite, donc tu te dis qu'il serait peut-être temps d'arriver à la fin. Moi j'attends plus en fait le film qui ne sortira pas malheureusement, mais le film Nemesis pour voir ce que Emerald Fennell pourrait en avoir fait, parce que c'est quand même la nana qui a fait Promising Young Woman, un film que j'ai bien aimé et qui était plutôt intéressant. Je la vois pas du tout écrire un film Nemesis, donc ça pourrait être une surprise. Néanmoins, le projet, on n'a pas de nouvelles depuis des années maintenant. Avant ça, il y avait le script avorté de Tony Scott et de Joe Carnahan, pareil, qui n'a jamais été fait. Moi, si j'étais Mark Millar, justement, parce que je possède ces scripts, techniquement, Millar World, c'est la boîte qui détient ces scripts-là, j'imagine. Enfin, non, ça doit être les studios qui les ont, mais bref. Je m'arrangerais pour rentabiliser ces idées-là et les faire en comics, en fait, parce que manifestement, il a pas grand-chose de neuf. Grosso modo, dans Nemesis 1, Nemesis apparaît, il est battu. On nous explique qu'il y a d'autres Nemesis, dont un deuxième, justement, qui a été élevé par la secte qui est dans Big Game. Dans Nemesis Reloaded, du coup, ce personnage-là, qui est le nouveau Nemesis, prend d'assaut une ville. Pas forcément un plan de vengeance, c'est vraiment juste un jeu de massacre. Dans Rogues Gallery, il règle ses comptes avec d'anciens partenaires. Et dans Nemesis Forever, il va prendre d'assaut le monde tout entier, devenir le chef de la planète. Donc on imagine que ça va finir par une balle dans la tête, parce que ce serait... Ou alors, connaissant Millar et son côté nihiliste du scénario, il pourrait très bien dire oui, à la fin il gagne, encore une fois, comme à chaque volume de Nemesis, et c'est terminé. Mais bon, j'avoue que peut-être que je suis pas assez cynique pour apprécier ce genre de BD. Ouais, parce que je sais pas, moi Millar, je trouve qu'il est fort quand il arrive à être inspirant, comme sur Huck par exemple, où en fait la positivité va mieux à Millar que la négativité, parce que la négativité on l'a déjà trop vu en fait chez lui. Tu sais, les comics un peu cruels, un peu... Ouais, mais justement, c'est aussi une formule dans laquelle il est plutôt efficace en fait. Mais il est efficace. Moi j'aime bien voir ce personnage juste méchant et qui fait des trucs horribles, et parce que t'as envie en fait aussi de suivre tu trouves pas ça plus stylé quand c'est cathartique en fait là, comme Jupiter's Legacy, où c'est nuancé, où il y a des personnages qui représentent à la fois le bien, le mal.
Ah, je t'avoue que moi, une bonne dose de noirceur avec que des gens horribles, ça me va aussi de temps en temps. On en a plein, quoi. des comics comme ça, tu vois. On en a quand même beaucoup, déjà. Cites-en d'autres. Bah, Colder. Voilà, c'est noir, Colder et les Mais c'est un gens comics se font d'horreur tuer. et le héros essaie de s'en sortir et de sauver sa nana, donc rien à voir. The Cape. Voilà. Oui, The Cave, c'est une variation, quoi, mais Bon, bah. ça en fait deux, tu vois, ça en fait Black pas Summer. sur- Enfin, je sais pas, il y a plein de comics quand même brutaux, négatifs. Je sais pas, après, personnellement, t'as probablement raison, hein, ça, c'est un shoot d'adrénaline, qui se prend tel quel, mais moi, je trouve que Mark Millar est meilleur quand il essaye justement d'échapper à son propre gimmick du côté un peu cynique, corrosif, violent, et j'attends d'ailleurs avec impatience sa série Superman si elle arrive un jour, parce que je pense vraiment qu'en fait ce mec se trompe. Attends, il y a pas Hug en 2 qui pensant que sort c'est d'ailleurs cool en plus, encore là de faire des BD négatifs, tu vois. Il y a Hug 2 qui sort, Il y a Hug 2, qui ouais. vient de sortir. Je sais même pas si c'est Il y a sorti Hug encore ou pas, mais ça a été annoncé, donc. Ouais, ça a été annoncé, j'ai très hâte pour le coup de le découvrir. Mais je me demande si c'est pas déjà sorti le premier numéro. En tout cas, ça arrivera donc cet été. Cet été, il y aura du sang, il y aura de la violence, mais il y aura peut-être aussi du sexe avec la série Spectator de Brian Kevon et Nico Henrichon qui aura droit à une sortie physique chez Image Comics après avoir démarré et avoir été publié sur Substack pendant quelques années. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, il y a du sexe, hein, je te rassure. Beaucoup, non? Pas beaucoup, il y a du sexe. Je sais pas, moi, il m'avait semblé que c'était une série assez crue, en tout cas, mais... La série parle de ça. La série parle de sexe. Il y a une vraie grosse scène graphique avec on voit la pénétration, etc. Donc très très content. Derrière, en fait, voilà, le concept c'est plus c'est une nana de 40 ans qui se rend dans un cinéma. Alors on t'explique d'entrée de jeu qu'elle a une sorte d'addiction au porno puisque dans la salle de cinéma elle souffre Pornhub pour commencer à se trifouiller. Là, un terroriste façon tueur de masse américain. Inspiré par la même culture et tout, rentre dans la salle et tue tous les spectateurs, d'où le nom de la série. Et en fait, son âme quitte son corps, mais au lieu d'aller au paradis, en enfer ou au purgatoire, elle reste sur Terre et elle découvre que d'autres fantômes sont dans le même cas qu'elle. Donc c'est vraiment des fantômes, hein, au sens, c'est les spectres avec une enveloppe entre guillemets complète. Ils ont des pieds, ils ont des mains, ils ont des organes génitaux. Mais ils peuvent pas interagir avec les vivants, ils peuvent pas pousser des objets, communiquer ni rien, ils sont là juste pour assister à ce qui se passe. Juste pour être des spectateurs. Voilà. Il y a un vrai propos sur le voyeurisme en général derrière cette série. Comme ils ne vieillissent pas et comme en fait, c'est à eux de décider quand ils veulent partir et en se suicidant. En fait, ils se font exploser et ils partent vers la destination où ils doivent aller. L'héroïne, en l'occurrence, alors elle rajeunit après sa transformation en fantôme parce qu'on t'explique qu'il y a une sorte d'image mentale interstitielle en fait du moment où ils sont vraiment devenus qui ils étaient. Donc là, en l'occurrence, elle a plutôt autour de 20 ans. Elle aime bien justement suivre les histoires des humains. On t'explique que c'est un peu une accro à Netflix et au streaming, et donc en fait elle voit les personnages comme elle voit les humains comme des personnages dont elle aime bien suivre les intrigues, et elle aime bien surtout justement effectivement suivre les gens qui s'apprêtent à copuler. Donc elle va rester très très longtemps jusqu'à un futur futuriste pour le coup, vraiment un futur avec des technologies nouvelles, etc. Donc pas un futur proche mais vraiment une évolution cyberpunk de la société. Jusqu'au moment où en fait elle réalise que l'humanité est sur le point de s'entretuer pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a une bombe nucléaire qui explose en plein cœur d'une grande ville américaine. Bon, il y a une grosse parabole sur la présidence de Trump, hein, évidemment. Et elle rencontre aussi un jeune homme qui, alors je sais plus s'il est noir ou natif américain, c'est pas précisé, mais lui en l'occurrence qui était vivant au moment de la guerre de sécession et qui donc voilà c'est un vieux cow-boy entre guillemets. Enfin c'est un jeune cow-boy plutôt beau gosse. Et avec lui, elle va avoir une longue conversation, traversée d'une errance, voilà, un peu comme la trilogie des Before de Richard Linklater, si vous l'avez vu. Une discussion sur la vie, sur les mœurs humaines, sur la morale. Et c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très particulier au niveau du graphisme, c'est-à-dire que tous les humains, enfin les scènes de la vie des humains sont illustrées en noir et blanc, les fantômes sont illustrés en couleur pour qu'ils se démarquent bien. C'est assez violent, c'est plutôt désespéré, enfin c'est même très désespéré parce que ça te parle effectivement de l'annihilation de l'espèce humaine, tout en étant assez beau dans le rapport à la vie et tout. Donc moi j'ai pas terminé cette histoire parce que je m'étais arrêté, je crois 1 an après le début, donc j'ai hâte de savoir la fin. Là où j'en étais, c'était toujours pas résolu, on savait pas exactement si les êtres vivants allaient tous crever ou pas. Mais du coup plutôt une bonne lecture, très Brian Kevogan hein, pour le coup. C'est si vous avez lu Saga, c'est du même niveau et de de thématique adulte. Bon, remarque Saga, il y a du sexe aussi, hein, graphique. Oui. C'est un peu moins foufou que Saga parce que évidemment là, il peut pas aller aussi loin, développer un monde aussi complexe etc. Mais c'est un bon projet et qui te parle aussi, voilà, effectivement, de la montée des
pas des fascismes en tant que tel, plutôt en fait de la façon dont l'être humain perd une partie de son essence au contact d'internet, au contact de l'invisibilisation des corps à travers les réseaux sociaux, la culture des mèmes, le Gamergate, le Comicsgate, enfin tous ces gros connards qui en fait voilà finissent par devenir des tueurs parce que il y a un côté un peu tuer dans la vraie vie, pourquoi pas, tu vois, un peu comme voilà les tueurs de Columbine, etc. Mais là en l'occurrence ils te lient ça vraiment avec la culture de la haine en ligne, les communautés de 4chan, de 8chan, le Quanon et compagnie, tu vois. Donc ouais, un truc assez compliqué à décrire, vous devez vous en rendre compte. Et donc effectivement, pour moi, il y a une scène de MMA dedans, et pour Arnaud, il y a une scène de baisse dedans. Donc voilà, là c'est potentiellement un postulant pour le one shot sur Sprint Tower. Il faudrait qu'il sorte en VF avant le 31 octobre pour cela, et ça c'est pas garanti. Non, parce que c'est septembre aux États-Unis. Ouais, septembre aux États-Unis. Après parfois ils font non, je pense que ça risque d'être un peu compliqué si un éditeur VF s'est positionné dessus. Encore que techniquement le matériel est disponible depuis très longtemps, quoi. Donc Brian Keoghan, c'est plutôt Urban, non, en général. Ce serait la logique. Ouais, effectivement, moi je le verrais pas forcément aller ailleurs, quoi. Mais ça me paraît pas compliqué à vendre en plus. Hein. Enfin, c'est compliqué à vendre parce que c'est très adulte, mais ça me paraît pas, genre c'est pas inaccessible, quoi. C'est pas. Et si la vie était une gigantesque série Netflix? Oui, un peu. Voilà. Tu sais, comme Private Eye, pour moi c'était plus compliqué à vendre. Appelez-moi au marketing. Parce que Private Eye, il y avait déjà un peu de ça. C'est un monde sur Internet. Où, en fait, du coup, les humains doivent trouver des façons de faire des forums dans la vraie vie ou d'avoir des avatars. Du coup, ils se mettent tous des masques, des masques sur la gueule et tout. Ça, c'était plus compliqué à vendre à cause du format à l'italienne. Oui, et puis du dessin de Marcos Martin, qui, à mon avis, est aussi moins vendeur, entre guillemets, que celui de Richon. Alors qu'il est magnifique. Bah, on est d'accord, mais bon, c'est comme ça. Rappelle-toi Michael Red, tout ça, ce genre de choses-là. Ça y est, c'est sorti, Michael Red, mec. Oui, c'est bon. Un premier pas vers la victoire. C'est bon, l'intégrale Madman va pouvoir reprendre. On est à ça de iZombie en omnibus. C'est ça, bien sûr. Ah oui. En plus, en omnibus, particulièrement, le format privilégié par Urban Comics, comme chacun le sait. Ils en font maintenant. Hein? Ils en font maintenant. Non. Bah, c'est le truc qu'on avait parlé la dernière fois, là, les gros trucs. Ah, les paperbacks. Mais attends, on les a même pas vus en main. On sait même pas quoi ça ressemble. C'est du compendium. C'est pas de l'omnibus. Oui. Ce n'est pas pareil. Oui. C'était pas pareil. Allez, Corentin, on en a terminé pour les comics. Toute petite actualité du côté de la partie télévision. D'ailleurs, je sais pas si on aura quelque chose à en dire, à part que juste on attend l'été avec impatience, puisque c'est la saison 2 de Peacemaker qui arrivera le 21 août 2025 sur Max. Donc le retour de John Cena pour incarner le fameux Peacemaker, ce sera cool en fait. On sait pas trop de quoi ça va parler en fait techniquement. Bah on sait que Rick Flag Senior va venir venger son fils. Oui, si, c'est vrai, oui, c'est comment c'est Frank Grillo, oui, c'est ça. Frank Grillo et qu'il y a une actrice qui a été annoncée récemment pour jouer White Rabbit, ouais. Personnage absolument captivant de la mythologie Batman, qui est une nana qui se balade quasiment à poil avec des oreilles de lapin. Création merveilleuse de David Finch avec un design de David Finch dans son elle a été rhabillée depuis dans cet excellent volume de Batman The Dark Knight des New 52. Moi je me souviens à l'époque, j'en ai déjà parlé. Moi j'aimais bien cette série premier degré au début. Ouais, bah parce que c'est joli, mais bon au niveau scénario c'était quand même très con. Ceci étant, voilà, donc à l'époque c'était Virgin des Champs-Élysées où j'avais acheté et La Cour des Hiboux et Sombre Reflet et The Dark Knight en disant putain, j'écoute Comics Blog en ce moment, ils disent que Batman c'est vachement bien depuis les New 52. Du coup, j'ai lu les Snyder, j'étais genre, ah ouais, c'est super, etc. Là, je vous The Dark Knight, genre, à un moment donné, t'as Alfred, qui du coup découvre White Rabbit et tout. Et, il dit, il dit à Batman dans l'intercom, quand je tape Girl White Rabbit sur Google, il y a plein de vidéos très intéressantes. Si vous voulez, je peux faire des recherches là-dessus. Ah ouais? Un bon Alfred qui demande à Batman l'autorisation de se faire une pougnette. J'étais vraiment choqué. Et en même temps, Alfred a des besoins comme chacun. Mais bien sûr, évidemment. En plus, tu vas pas quand même empêcher à Alfred de All-Star Batman, c'est le Alfred musclé et tout. Moi, j'aime bien parce que c'était dans le premier arc quand même que c'était David Finch qui avait fait le Joker qui se découpe le visage et qui serait réutilisé après. Donc il y avait voilà quand même. Non. Si. C'est dans Detective Comics, ça. Ah, c'était dans The Dark Knight, il y a White Rabbit, il y a Deathstroke qui pète l'avion de Batman. Il y a le Mad-Hatter, un détective comics avec... Ah, c'était Detective Comics Faces of Death, alors, du coup. Oui, c'était le scénariste qui faisait ça. Tony Daniel. Non, ça c'était le dessinateur du coup. Oui, mais c'était Tony Daniel qui dessinait par contre. Non, et pardon, t'as raison, oui. Non, je confonds, c'était dans non, il y avait rien à sauver de The Dark Knight. C'était avec Tony. Oui, effectivement, du coup, c'était le design de White Rabbit pour ceux que ça intéresse. Voilà, mais c'était nul. Non, mais voilà, du coup. Donc, qui se fait une pougnette. Non, mais voilà, un bel été DC Comics, Superman en juillet, Peacemaker saison 2 en août. Ouais, grave. Franchement. Bah, après, on espère qu'il fera moche histoire de pouvoir rester enfermé, quoi. Est-ce que Superman sera du même niveau que Peacemaker? La question se pose.
Ah, moi, je pense que ça va être très Après, bien. il y a Fantastic Four aussi. Moi, je pense que ça va être bel ouf. été. Moi, je pense que ça va être Bel été de super-héros. la remontada des super-héros. Mark my words. Allez, Corentin, on va terminer déjà avec la partie cinéma, là aussi où il n'y a pas énormément d'actualité, mais justement, on parlait de Superman. Il y a un extrait / trailer qui a été montré. Qu'est-ce qu'on en... Et toi, tu l'as pas aimé alors? Ah non, tu commences pas. Hein. Non. Déjà, tu nous fais le coup. Oui, je viendrai pas je viendrai pas au podcast Daredevil Born Again parce que je veux pas dire du mal de mon voilà. Et donc, tu vas aussi, tu vas faire le party pooper sur Superman. Born Again, si tu prends un rapport comparatif, c'est bien meilleur que ce que fait Marvel Studios en termes de séries télévisées. Par contre, si tu prends l'autre point comparatif, c'est beaucoup moins bien que Daredevil saison 1 à l'époque de Netflix. Oui, mais si tu prends un point de comparatif, est-ce que Daredevil saison 3 était aussi bien que Daredevil saison 1 Non, c'est sûr. Voilà, donc bon. Mais le caméo du père de Kamala Khan, cet épisode de la banque là, il m'a saulé. Ah bah maintenant c'est le pire épisode celui-là, hein, clairement. Et puis les combats, je trouve que je sais pas, ils font bizarre les Corées, le combat contre Muse est pas dingo. Enfin bref. On n'en parlera pas, j'allais dire on en reparlera, non, on n'en reparlera pas, moi j'ai rien à dire. Voilà, je ferai une critique écrite pour livrer au monde mon sentiment. Sur Superman, je dirais ça a l'air bien, ça a l'air sympathique, ça a l'air tout ce qu'on veut. Je ne ressens pas encore cette montée, cette grandeur d'avoir un nouveau film Superman qui arrive. Il y a des trucs super. Ça, c'est parce que le monde est un peu trop déprimant dans son ensemble. Mais au contraire, justement, moi au contraire, je pense toujours d'ailleurs que ce film sera la bouffée d'air frais. Je crois que c'est comicbook.com qui a fait un article dessus qui disait Superman c'est le héros dont on a besoin en 2025. Ouais, et puis Mark Waid de l'effondrement du monde, des États-Unis particulièrement, enfin bref, peu importe, pas parler de politique là. Mark Waid a fait des déclarations aussi par rapport au fait que particulièrement dans une période aussi dark que la nôtre, il y a besoin d'une symbolique telle quelle quoi. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'avais dit quand on avait découvert la série My Adventures with Superman avec Océane, et que justement plus les temps sont sombres, plus la présence d'un mec aussi positif et lumineux que Superman est appréciée. C'est un peu l'inverse justement de l'époque où on reprochait à Captain America d'être trop lisse, on voulait des personnages plus compliqués, plus tourmentés, etc. Enfin, c'était des critiques que la presse cinéphile faisait au film à l'époque, ce que je trouvais toujours un peu idiot d'ailleurs. Là, moi, oui, j'ai besoin d'un film Superman. Je suis sûr qu'il va être très bien, vraiment, c'est juste il y a un truc dans la mise en scène de Gunn qui est peut-être trop minimaliste ou trop serré non, ça c'est la vidéo YouTube. Peut-être. Tu as de voir un grand écran. L'absence d'un thème à soi aussi. Ça par contre ça c'est vraiment le truc qui me saoule. C'est très bien, le thème de John Williams c'est merveilleux, c'est le plus grand morceau de l'histoire du cinéma, mais pourquoi ne pas avoir fait un thème propre? Ouais, je comprends pas. Surtout que c'est mieux qu'avec la guitare. Hein, moi j'ai une révélation à faire. Je n'ai jamais aimé ce thème, quoi. Tu l'as pas déjà dit? Ouais, bah, peut-être que je l'ai pas assez dit encore. Mais vraiment... choses bien que Arnaud n'aime pas, il y a Pixar. Il y a plein de John choses. Williams, pardon. Il y a plein de choses bien que je n'aime pas, mais en l'occurrence, le thème de John Williams, c'est pas, vraiment, je le trouve moche, tu vois. Enfin, il m'inspire rien. Voilà, je suis, ce que j'ai dit. Je dis rien. J'ai dit, je suis, te juger. Je suis Arnaud Kikunoclast, voilà. Je brise vos idoles et vraiment ça me sort par tous les trous qu'ils soient réutilisés parce que autant le film, enfin les images me donnent envie. Je trouve même que dans la dernière vidéo, il y a moins ce côté The Flash que je voyais dans les premières images. Je sais pas s'ils ont un peu travaillé certains effets ou certains. Je pense. Tu vois, j'ai l'impression. La photo a l'air d'être un peu plus. Ouais, ça a l'air un peu mieux. Mais par contre, ouais, cette reprise du thème, je comprends l'envie ou le message derrière. Mais non, je trouve que là, par contre, ça fait vraiment, on se repose. Pas, et en plus, vous vous reposez sur un truc que, par contre, désolé. C'est pas la même saga. Tu crées ton identité à toi. Je veux dire. Oui, et surtout qu'en plus, c'est très bien, mais enfin. Mais surtout qu'ils se reposent sur un truc qu'ils pourront jamais égaler, quoi. Parce que ça reste quand même le premier film Superman de Donner, c'est pas possible. Une citation sympathique comme le thème des X-Men quand on entend dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et encore, mais ça c'est cheapos de ouf. Ça c'est vraiment multivers saga, on fait des caméos des en plus vieux, la musique c'est super important chez les super-héros pour l'identification et tout. Et puis tu peux faire un thème qui justement ressemble à ton Superman. Après j'espère vraiment que c'est que pour la promo. Pas Richard Donner en fait, à un moment donné il va pas faire le même film que lui, c'est pas le même personnage. Ça n'aura pas du tout le même impact. Donc, même si c'est réussi. Je suis vraiment désolé, mais James Gunn tu t'es pas non plus fait chier. En plus pour un mec qui travaille autant la musique, alors pas forcément la musique originale mais la bande son, ouais. Insert de morceaux préexistants, c'est quand même curieux de pas avoir eu cet effort de recherche. Parce que moi aussi je suis fan de ces vieux films. Maintenant je suis désolé, ils sont sortis, ils sont terminés. Man of Steel, on peut ne pas aimer, etc. Le thème de Man of Steel, il déchire, incroyable, il défonce. Même les séries de télévisées ont fait l'effort. Il y a un thème de Superman dans Lois et Clark qui est très bien. Il y a un thème dans Smallville il y a un thème dans dans les autres trucs Superman.
Mais bref, peu importe. Après, voilà, tu vois, la scène avec le toutou, je la trouve mignonne en tant que père de deux chats tout mignons. Parce que le côté quand Krypton il lui saute dessus. Mais voilà, tu vois, ça c'est insupportable, quoi. Tu vois, c'est comme quand tu dors et que tes animaux viennent te réveiller pour leur filer à bouffer, tu vois. Il y a plein de gens qui sont en rage dessus, genre, j'ai pas compris ça, parce que, encore une fois, j'ai déjà répété, mais la présence de l'animalité et du rapport homme-bête, chez James Gunn, c'est constitutif de son cinéma. Le Rocket Raccoon, Igly dans Peacemaker, enfin, c'est toutes ces productions, il y a toujours une mascotte, il y a toujours une bestiole. C'est super important chez lui. Il n'y en avait pas dans Slicer, cela dit. Enfin, quoique, peut-être remarque que tous les monstres, c'était des petites bestioles, quoi, en fait. Non, mais depuis qu'il a trouvé un peu sa forme finale en termes de style, on va dire, même dans Guardians 3, le rapport, enfin, le message sur le traitement des animaux, il est quand même assez au premier plan. Oui, clairement. Après, les automatons, c'est pareil, c'est cool. La forteresse de solitude, le design est sympa. Ah, j'adore. L'arrivée, là, franchement, non, c'est ça, non, mais clairement. Et en fait, là, ils ont mis un peu les plans émouvants, enfin, les plans money, les plans famille, etc. Tu vois, il y a le côté, tous les plans signifiants. Pour comprendre ce Superman-là, ils sont. C'est ça, pour que ce soit pas plan-plan. Voilà, et ça, c'est, Pardon. Oh, putain. Je démissionne. Non, t'es pas employé. Il faut que je rachète mes parts du podcast. T'es pas en CDI. Mais non, mais du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est, je trouve quand même qu'il y a un côté un peu écrasé dans l'utilisation de la caméra. Alors que justement, Superman, il a besoin d'élévation. Tu vois, il me manque en fait un plan où t'as un mec qui lève la tête et look up in the sky et il voit passer Superman. Attends, il y aura 2 heures et quelques de films. Oui, bien sûr. Je pense que ça va être très bien, mais pour Superman, pour moi, je veux pas du très bien, je veux une révolution, tu vois. Bah, on en a besoin. Hein. Moi, je veux un Oscar. Ah putain, non. Bah, moi, je veux une Palme d'Or. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué quand même. Mais du coup, après, voilà, je tiens quand même juste à dire que j'ai préféré le trailer des Fantastic Four. Voilà. Ouf, bold statement. Ah ouais. En tant que fan de DC Comics, bold statement. Qui n'est pas suffisamment dit à quel point je préfère DC à Marvel en général pour les personnages. Là, quand même, ouais. Ah ouais. Bah les couleurs des FF sont plus travaillées. Il y a cette recherche un peu rétro dans les designs que je trouve plus créative entre guillemets. Ouais. Là, voilà, même Metropolis, on la voit, c'est une ville normale en fait pour l'instant, tu vois. Enfin. Moi, j'ai besoin d'un vrai renouveau, pas juste d'un nouveau film Superman. Ouais, mais une forteresse de solitude. Oui, ça c'est bien stylax. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en plus. Et donc pour terminer, on l'avait pas chez Snyder en plus. Bah non, c'était le vaisseau, c'était le vaisseau kryptonien, sa forteresse au final. C'est vrai. Donc pour terminer cette partie cinéma, nous allons du côté donc de l'adaptation d'un comic book indépendant qui s'appelle Love Everlasting, donc de Tom King et Elsa Chartier, en route pour le Cinoche, et pas avec n'importe qui, puisque pour le coup ils sont allés chercher, donc c'est Sony Pictures qui produit. Ils sont allés chercher Lenny Abrahamson à la réalisation, donc qui a fait Room, film qui avait été oscarisé pour la prestation de Brie Larson, qui était vraiment super, que j'avais vu à l'époque effectivement, et qui avait, je crois, donné tous les espoirs sur la carrière de Brie Larson après ça, quoi. Parce que comme quand Patty Jenkins avait fait un bon film et tout le monde se dit, Monster, c'est ça. Effectivement. Après, il a fait d'autres trucs pour la télé aussi, qui apparemment trouve aussi Normal People ou des trucs comme ça. Non, pas Normal People, ça s'appelle comment? Je me l'étais noté. Si, c'est ça, c'est Normal People et Conversations with Friends. Je vais pas regarder, hein, mais apparemment c'est très bien aussi. En tout cas, voilà, c'est quand même un réalisateur qui avait été nommé aux Oscars pour plusieurs trucs de sa carrière. Et donc au scénario, c'est Jane Goldman, et donc elle c'est une scénariste. C'est Kick-Ass, ça. C'est Kick-Ass, c'est X-Men First Class et Days of Future Past, donc en soi les bons X-Men quand ça a été relancé. Depuis qu'il est plus avec oui, Kingsman aussi, elle a fait les Kingsman, oui, c'est ça, complètement Matthew Vaughn. Et elle est au scénario du prochain Barbarella aussi, apparemment. Ah, trop bien. De Edgar Wright. Ouais, cool. C'est elle qui s'occupe de ça, et donc c'est elle aussi qui sera sur Love Everlasting. Donc bon, alors il y a entre la mise en route d'un projet et sa réalisation concrète, il y a 12 000 choses qui peuvent arriver, mais quand même ils ont déjà un réal et une scénariste sur le projet, ce qui est quand même assez oui, c'est déjà plus rassurant. Assez rassurant. Donc une option sur un projet, quoi. Donc Love Everlasting, pour rappel, c'est l'histoire de Joan Peterson, qui est une femme qui se retrouve embarquée dans des histoires d'amour. Donc c'est une bande dessinée. Donc chaque histoire est un hommage en fait aux comics de romance des années 50. Sauf qu'à chaque fois qu'elle trouve l'amour et qu'elle se dit je t'aime avec quelqu'un, il y a un cowboy qui arrive, qui la bute. Elle se réveille
et c'est reparti pour un nouveau cycle dans un autre contexte, dans une autre époque, mais toujours avec des poncifs, les archétypes de flirt, de romance, de personnages transis d'amour pour elle et tout ça. Et à un moment, elle se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'elle commence à se rappeler de ses anciens prétendants. Elle se dit, elle commence à comprendre qu'elle est coincée dans un cercle infernal de romance infinie. Ce qui est assez horrible à vivre en tant que tel quand il pense vraiment, et elle va essayer de s'en sortir. Série magistralement illustrée par Elsa Chartier. Vous le savez aussi que c'est moi qui ai le plaisir de la traduire en VF en tout cas il y a 2 tomes qui sont sortis chez Urban Comics, et justement la série elle est en pause depuis quelques temps en VO, et j'imagine que c'est pour ça que le 3e tome n'arrive pas encore. En tout cas moi j'ai pas encore commencé à le traduire, j'espère pouvoir le faire prochainement. Ça s'est pas forcément très bien vendu en France aussi, effectivement, de ce que j'ai compris. Il n'empêche, excellente série, et j'espère surtout que ça va pouvoir aussi motiver l'équipe créative à revenir dessus. J'ai assez bon espoir là-dessus, mais en tout cas aussi surtout plutôt cool de voir ce projet ambitieux être porté au cinéma, surtout qu'il y a tellement de choses à faire là-dessus, parce que tu transposes le concept et tu vois en fait donc cette Joan Peterson qui sera transportée dans les vieux films de romance des années 50, dans les comédies romantiques des années 80 ou 2000. Enfin il y a trop de trucs à singer, un peu comme WandaVision, ce que faisait WandaVision sur ses épisodes en parodie de série télé. Donc je trouve que c'est trop bien. Il y a des critiques qui disaient que c'était pas adaptable. Mais si, tu peux transposer les codes du cinéma au code déplacer les codes de la BD au code du cinéma. Non, c'est ça. Il y a un historique. Moi, à mon sens, ça aurait peut-être fait une meilleure série qu'un film vu la longueur du projet et son aspect vraiment feuilletonnant. Mais après, voilà, en fait, pour tout vous dire, en VO, on n'a toujours pas la réponse pour être très précis de ce qui se passe. Oui, ça s'arrête à la moitié. Il reste la moitié à des. Donc, moi, personnellement, surtout que le troisième arc s'intéresse vraiment au cowboy, au personnage du cowboy. Donc, peu importe ce qu'ils font du film, faites le film comme ça donnera une excuse à Tom King et Elsa Chartier pour produire la suite de la BD, qui est très bien, vraiment. On vous l'a déjà beaucoup conseillé. Vous ne l'avez pas acheté, vous avez eu tort. C'est pas grave. C'est toujours disponible en livret. Vous avez préféré acheter Amazing Spider-Man à la place. Vous n'êtes pas des gens raisonnables. Cette culpabilisation, Corentin, c'est mal. Mais je rigole, faites ce que vous voulez de votre argent. Mais non, du coup, moi c'est juste ça. C'est juste, je veux la suite de la BD. Je suis content si ça met un peu de pognon dans les poches de Tom King et Elsa Chartier. Tom King qui ne manque pas d'argent, évidemment. Il travaille avec James Gunn, il a déjà été adapté. Enfin, il va être adapté à de multiples reprises. Voilà, et on sait que DC Comics paye mieux les adaptations, surtout quand le mec est de la maison que Marvel, pardon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère aussi que ça fera peut-être du bien à Chartier qui depuis travaille avec James Tynion Ford. Ça fait des années qu'on dit The City Beneath Our Feet en ce moment. Ça fait des années qu'on dit que la nana est vraiment très talentueuse, trop talentueuse pour être si peu connue. Et à mon sens, c'est un vrai problème parce que quand on liste souvent les artistes un peu novateurs de cette génération, on parlait dans je sais plus quel podcast, le dernier Back Issues, je crois, où je parlais du trait d'Iban Coelho, où je disais que moi j'aimais bien les artistes néoclassiques ou postmodernes qui arrivent à faire du neuf avec de l'ancien, etc. Pour moi, Chartier coche parfaitement cette case. Elle est dans la même continuité que les Chris Samney ou des Javier Rodriguez ou des Leandro Fernandez. Donc c'est quelqu'un que j'aimerais voir plus souvent. J'espère vraiment que c'est le début de quelque chose. Ceci étant, un film, ça prend quand même du temps à être fait. En moyenne 2 ou 3 ans, si le film se fait effectivement. C'est un petit miracle pour éventuellement avoir une suite un jour. J'espère que ça va se faire, pour de vrai. Yes. Et de toute façon, on suivra les développements de ce projet avec attention. Parce qu'il faudra aussi voir qui sera. C'est pas compliqué à vendre au grand public, je pense. C'est pas compliqué, non, parce qu'il y a une série, c'est Quantum Code ou Quantum Leap ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Quantum Leap en anglais et Code Quantum en français. Et Code Quantum, qui existe déjà. Donc en gros, tu pourras très bien dire, les gens identifieront le délire, tu vois. Après, ça fait un petit moment Code Quantum quand même. Ouais, c'était mais. Les années 80. Non, mais il y a eu des trucs comparables qui sont sortis depuis. Le coup de vivre une vie différente. À chaque fois, il y a certainement des séries Netflix ou des conneries comme ça qui. Et puis même sur les boucles temporelles, t'avais les Happy Birthday, les trucs comme ça, tu vois aussi, qui utilisaient pas mal de Springs aussi, The Map of the Tiny Little Perfect Things. Non, donc voilà, il y a suffisamment, je pense que c'est des codes, c'est comme des codes de narration qu'on a assez bien et qui permettent, c'est du high concept aussi, qui est assez facilement vendable, je pense. Qu'est-ce qu'on voit dans le rôle principal, Arnaud Kikou? Putain, mais autorise-toi un pronostic. Je sais pas, mais Hugh Jackman dans le Cowboy. En vrai. Ce serait marrant. Il a pas, le truc, c'est qu'il est un peu vieux maintenant, mais en vrai, il a pas besoin de. Austin Butler. Avec sa voix, avec son accent de. Ou Channing Tatum. Ouais. Dans le Cowboy, Channing Tatum, en vrai.
En vrai, en plus, vu c'est le côté tragique de son histoire, tu vois, un peu, parce qu'en fait, c'est quand même le don de la force, ce mec, quoi. Ouais, en vrai, si Channing Tatum, il peut marcher, il peut le faire en mode un peu tragique. Et pour la nana, par contre. Bah, s'il fallait une meuf plus jeune, j'imagine, parce qu'elle est quand même régulièrement lycéenne ou collégienne, enfin, ou. Étudiante plutôt, c'est plutôt étudiante, ouais. Sinon, moi, j'aurais bien dit Christine Milioti, voilà, par affect personnel. Ouais, mais elle a 45 ans. Bah oui, je sais bien, c'est ce que je viens de dire, patate. Ouais. Ou Hailey, comment s'appelle la meuf qui... Hailey Atwell? Non, pas Hailey Atwell, la meuf qui joue dans les films de la série Hawkeye, là. Hailey Steinfeld. Ah, trop poupin. Ouais, mais c'est vendeur. Tu vois, c'est grand public. Ouais, mais alors si tu veux vendre... Non, ce que j'allais dire, comment... Mais moi, je l'aime plus maintenant, elle m'a un peu trop saoulé. Celle qu'on voyait tout le temps, là, ce Furiosa, puis... Ah, Anya Taylor-Joy. Ouais, non. Bah, non, ça ferait plaisir, Anya Taylor-Joy, quand même. Mais elle est trop monolithique, je trouve, là-dedans. Arnaud, pas du tout. Bah si. Pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Mais je la vois pas du mal d'Anya Taylor-Joy devant moi. Non, mais je dis pas du mal d'elle, c'est juste que... Sinon, je vends mes parts du podcast. D'accord, elle me convainc. À Guillaume Gagneux. Et tu te démerdes avec lui. Super. Non, tu vois, ouais, j'ai pas, en termes d'actrice, je sais pas trop sur Nous chercherons. Ouais, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Quoi. Mais voilà, la nouvelle, elle est cool. On espère que ça verra jour, que ça se concrétisera, effectivement, pour que Elsa puisse toucher la Sony Money. Ça fait quand même plaisir. Et donc, on en a terminé pour ce podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler. C'est-à-dire, ne signalez pas le podcast. Ça va nous attirer des emmerdes. Mais mettez des bonnes notes sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute. Laissez des commentaires un petit peu partout. Recommandez le podcast autour de vous. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir également via notre Tipeee. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut! Salut! Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page. C'est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations qui revient 3 fois par mois avec une chronicité qui n'a jamais connu un seul quick depuis les 4 ans que nous faisons. Si, il y avait celui d'Angoulême. Podcast, il y avait celui d'Angoulême. Comment? Seul quick. T'es rendu plus quack que quick. Oui, c'est comme les canards, tu dis plus quack que... C'est ça. Mais je vais la refaire du coup. C'était super mal. Je n'en suis pas content. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page. C'est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations qui revient 3 fois par mois en compagnie de l'ami Corentin ici présent. Klaatu Varada Nikto. Exactement, Corentin. Je suis ravi de t'avoir également avec nous. C'est vrai? Oui. Ok, on refait l'intro. Allez. Je sais pas ce que t'as dit en fait, c'était quoi? Oh, c'est de la merde. Enfin, c'est rien. D'accord, donc c'était juste pour... Oui, on va la refaire une 3e fois. Plus ça va prendre du temps et plus après tu vas faire... Non, c'est une référence à un film de science-fiction, mais t'es pas cultivé, donc tu connais pas, c'est pas grave. Ça. C'était quoi le film? Le jour où la Terre s'arrêta. Ah, attends, et qui a une réplique culte qui a été reprise dans plein de films derrière. Je l'ai effectivement pas vu. Dont dans Evil Dead 3. Ah ouais? C'est sympa quand Ash arrive devant le nécromancien à l'armée des morts, il faut qu'il prononce une phrase. Ah, c'est ça. Voilà, Klaatu Varada Nikto. C'était déjà un hommage de Sam Raimi au film Le jour où la Terre s'arrêta. Ah là là, mais ça en post générique, comme ça les gens vont apprendre des choses. Quel cinéphile ce Sam Raimi.